On a tous déjà entendu cette expression. Fake news. Médias, réseaux sociaux, les fake news ont envahi les sphères de l'information et à force d'en parler à tort et à travers, ça devient compliqué de savoir comment y faire face. Alors le doc a réuni en une vidéo des infos pour mieux comprendre ce phénomène de fake news, mais aussi des conseils pour s'informer du mieux qu'on peut. S'informer sur ces fausses infos, c'est d'autant plus dur qu'on ne sait plus ce qu'il y a bon à prendre. Alors finalement, c'est quoi une fake news? Et on fait comment pour véritablement s'informer? Ne vous inquiétez pas, le doc vient à votre secours. Une fake news naît d'une rumeur. Vous savez, le fameux « Hey, j'ai entendu dire que… » Oui, c'est ça, les potins. Les fake news, c'est une rumeur à l'ampleur démesurée. Alors, des fois, on entend des choses plus ou moins tordues, comme l'installation d'une tireuse à bière au Louvre. Oui, je sais, vous êtes déçus. Ou Thomas Pesquet qui vous prend en photo aux toilettes. On vous rassure, en l'occurrence, ces unes viennent du site Gorafi, qui est un journal satirique. Alors pas de crainte. Mais c'est un peu ça le principe des fake news. Une information fabriquée. Si on veut vraiment simplifier, les fake news, c'est un peu le barman qui a entendu dire par ses clients, une bière à la main, que ceci ou cela, en omettant généralement une partie de l'information, le fait que la décision n'était pas prise, ou encore la temporalité. Rien que ça. Ça devient alors une fausse information, une fake news. Bon, j'imagine que jusque-là, on vous a pas appris grand-chose. Mais ce qu'on veut vraiment vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les fake news se développent et se propagent généralement sur Internet, via les réseaux sociaux, les sites web. Alors, elles ont une ampleur bien différente grâce à la mise en réseau qui n'a plus vraiment de frontières géographiques ni temporelles. Bien qu'évidemment il soit enrichissant de s'informer au quotidien pour sa culture, sa connaissance, sa vision du monde, ou bien pour son dossier de master par exemple, il faut faire attention à comment on s'informe. Alors rentrons dans le vif du sujet. On fait comment pour s'informer? Comment s'informer aujourd'hui? Alors c'est un peu, j'allais dire compliqué, il faut faire le tri. D'abord on s'informe tous les jours par énormément de moyens, il n'y a pas que les médias. Il y a le marketing, la publicité fait partie d'une information. Il y a la culture, on peut s'informer par le cinéma, la photo, il y a la musique, et puis on s'informe évidemment via les médias, donc les sites web, principalement aujourd'hui, notamment pour votre génération. L'une des règles d'or, c'est de ne pas prendre qu'une seule source. Voilà, il faut travailler sur plusieurs sources. Et puis comment s'informer, c'est aussi l'un de mes principes, c'est de s'informer au moment où on en a envie et au moment où on en a besoin, et ne pas recevoir une information au moment où on n'en a pas besoin, parce qu'on ne la lira pas. Voilà le problème des réseaux sociaux. Recevoir des informations alors que nous ne sommes pas disposés à les recevoir. Alors Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, les réseaux sociaux sont-ils des outils d'information ou de désinformation? Pour moi, Twitter, c'est pas une source d'information. C'est un réseau social, mais c'est surtout, pour moi, un danger. Twitter, c'est une déferlante d'informations en permanence, des notifications en permanence, c'est-à-dire que vous en recevez 100, 150, 200. Des études montrent que 40% des tweets qui sont retweetés ne sont pas lus. C'est-à-dire que les gens lisent la personne qui a tweeté, le hashtag, lisent le titre et retweetent, ils partagent, sans avoir lu l'intégralité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Twitter est d'ailleurs bien conscient que l'instantanéité qui a fait sa réputation et sur laquelle se fonde son concept peut être un vecteur de désinformation. L'entreprise a réagi en menant une enquête et en mettant en place en septembre 2020 une version bêta sur Android qui incitait à ouvrir les articles avant de les retweeter. Aujourd'hui, c'est un problème de communication, même pour les hommes politiques qui en abusent, voire pire, et qui aujourd'hui sont dans l'instantané, c'est-à-dire qu'il faut réagir très vite. Il se passe quelque chose, greu, je suis pas content, et en fait on n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'on écrit, et c'est repartager, retweeter des centaines et des milliers de fois. Le risque des réseaux sociaux, et Twitter notamment, c'est de recevoir l'info au moment où on ne l'a pas demandé, et d'avoir la flemme. On comprend, on a tous la flemme de temps en temps de lire un article, mais mieux vaut ne pas se baser sur un titre. On peut enregistrer la publi, la lire plus tard, mais retweeter ou partager des posts qu'on ne lit pas, c'est participer à la prolifération des fake news. Déjà parce que du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'article, ni son orientation, mais aussi parce que même les journaux les plus connus, comme Le Monde, Libération, La Croix, Sud-Ouest, sont des journaux qui font des erreurs.
Comme en 2015, quand l'AFP a déclaré la mort de Martin Bouygues, qui a dû faire une drôle de tête en apprenant son propre décès. Alors, on n'est pas là pour vous dire de supprimer votre compte Twitter. D'ailleurs, nous aussi on en a un. On ne vous dit pas non plus que c'est forcément un danger. On dit plutôt que le danger, c'est de ne pas être conscient qu'il y en a un. Les réseaux sociaux ne sont pas les méchants dans l'histoire. Et au contraire, ils permettent de démocratiser l'info dès lors que la publication est réfléchie. Alors, les réseaux sociaux sont à éviter pour s'informer ? Eh bien non. Et ils ont leurs propres avantages. Vous prenez l'exemple du Go-Decrypt que j'ai découvert avec un petit peu de retard, je l'avoue. Et c'est une manière de vous apporter une information synthétisée en, je pense qu'il doit faire entre 800 et 1000 signes, et qui vous permet à peu près de savoir ce qui s'est passé la veille. Et je trouve que c'est une démarche qui est effectivement intéressante. Alors il n'y a pas que lui, il y en a d'autres qui l'ont fait, il y a InfoSmile qui le fait. Mais nous on le fait, alors, parce que je suis dans l'équipe, nous on le fait en 330 signes. C'est encore plus compliqué à écrire. Mais ça permet d'informer les gens très rapidement. La différence, c'est que Hugo Décrypte parle de tout ce qu'il y a dans le monde. Nous, on ne dévoile que des choses positives. Alors, si on veut réellement s'informer, on croise les sources. Mais aussi, on les choisit, pour éviter de prendre au pied de la lettre un article du Gorafi. Alors, comment choisir ces sources ? Des journaux comme Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Équipe, ce sont des sources qui sont importantes, qui sont des journalistes très sérieux qui travaillent. Bon, de temps en temps, ils font des erreurs, mais tant mieux, parce que sinon, on va tomber sur du journalisme robotisé, et ça existe déjà. Mais donc, il faut déjà prendre ces médias comme référence. Et puis après, vous pouvez aller voir sur d'autres médias qui sont peut-être alternatifs, peut-être un peu plus dans une position politique un peu plus à droite ou à gauche, voire extrême droite, extrême gauche. Il y a des médias qui n'existent que sur le web, qui sont intéressants, qui sont des médias qui sont nés il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, et qui ont une véritable légitimité. Et à partir du moment où vous avez croisé 2 ou 3 fois une information, et avec des sources différentes, c'est à vous de vous faire une idée sur votre information. C'est à vous d'avoir un esprit critique. Bon, vous l'avez compris, pour bien s'informer, le principe est de croiser au moins 2 ou 3 sources et surtout d'avoir un esprit critique. Comme quoi s'informer, ça a vraiment du bon. Ainsi, les fake news ont un véritable impact sur nous, lectorat. Et nous devons prendre conscience qu'il faut apprendre comment s'informer et qu'il faut absolument se construire son esprit critique. Mais ces fake news ont un impact d'autant plus important qu'elles entachent la crédibilité des médias. Alors, quel est l'impact des fake news sur la crédibilité médiatique ? Elle est énorme. Regardez ce qui s'est passé dans différentes élections en France en 2017, regardez ce qui s'est passé en 2016 aux États-Unis, des fake news pour démonter l'adversaire. Alors soit ça vient de l'intérieur, soit ça peut venir, on l'a vu, de l'extérieur, ça peut être une ingérence étrangère. C'est extrêmement dangereux. La campagne avant l'élection d'Emmanuel Macron, où il y a une fake news qui est sortie comme quoi il était gay. Bon, d'abord, il a le droit, c'est pas notre problème. Et puis l'information était fausse. Mais voilà, c'est la fachosphère, c'est emballé de tout ça. Donc c'est extrêmement dangereux. Et puis on voit par exemple depuis 1 an et la crise sanitaire, toutes les fake news qu'on peut sortir. Et du coup, le gouvernement a du mal à s'adapter à cette communication. Et c'est dangereux parce que c'est une démocratie qui est en train d'être mise en danger. Les fake news apportent du souffle à des gens qui sont complotistes. Et ça veut dire que l'année prochaine, par exemple, on ira voter pour l'élection présidentielle, on va se retrouver avec un taux d'abstention énorme ou des votes totalement extrêmes, à droite ou à gauche. Et tout ça parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ne font plus confiance aux partis politiques ou aux politiques, à tort ou à raison, peu importe, ne font plus confiance aux médias traditionnels. Et dans ce cas-là, les fake news circulent. Et là où c'est dangereux, c'est qu'une fake news par rapport à une information réelle, il y a des études britanniques qui ont été faites là-dessus, c'est qu'une fake news circule 6 fois plus vite qu'une information normale. Elle va toucher 10 fois plus de gens, en un temps record. Et l'autre problématique de la fake news, c'est que par rapport à une information réelle et vérifiée, à un moment donné, la diffusion de l'information vérifiée va stopper, puisqu'il n'y a plus d'informations, il n'y a plus d'actualité, alors que la fake news, elle va continuer. Elle va continuer à vivre et à grandir. Et dans 5 ans, une fake news qui a été diffusée aujourd'hui, une fake news peut réapparaître. Et il y a aussi l'ingérence politique.
On sait très bien que du côté du Kremlin, on veut s'ingérer dans la politique française pour faire tomber l'Europe. Voilà, voilà, les démocraties sont réellement en danger. Ouais. Mais l'inverse est aussi vrai. Jean-Marie Charon, sociologue des médias et chercheur au CNRS, explique que ces fake news prolifèrent à cause de la confiance envers les médias qui ne cesse de s'abîmer. Alors finalement, les mots sont multiples. Entre fake news, erreurs de journalistes et orientation politique marquée mais pas assumée, les médias ont du mal à garder leur place d'informateurs et de médiateurs entre peuple et démocratie. Et d'ailleurs, si les médias ont toujours été de la partie en politique et de sa communication, les fake news qui les touchent ne laissent pas indemnes les figures politiques. Le problème, c'est que si la fake news elle est relayée, ce qui arrive parfois, si la fake news est relayée par les médias traditionnels, d'abord il y a un manque de vérification, et puis ça veut dire qu'au bout d'un moment on va savoir que c'est une fake news. Si ça a été relayé par certains médias traditionnels et très forts, je pense par exemple à France Inter, c'est arrivé, Le Monde a fait des erreurs. Regardez l'histoire, c'est pas une fake news en tant que telle, je prends souvent cet exemple, mais Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé, tout le monde est tombé dans le piège, sauf un journal, qui était le journal de la Provence. Tout le monde est tombé dans le piège. Du coup, c'est une catastrophe pour les médias. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance aux médias parce qu'ils n'ont pas vérifié. Alors l'histoire est plus compliquée, mais ils auraient peut-être dû aller vérifier beaucoup plus en amont l'information. Et du coup, on serait rendu compte que c'était pas vrai. Alors il y a des affaires comme ça, il y en a plein d'autres. Ouais, tout ça, c'est dangereux parce que finalement, les médias, c'est quand même, à une époque, on appelait ça le quatrième pouvoir, quoi. C'était quand même pas rien. Aujourd'hui, si les médias commencent à être discrédités comme ils le sont de plus en plus, et en plus les politiques sont carrément désavoués, on n'a plus de piliers. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les extrêmes et les dictatures qui débarquent. Alors, le quatrième pouvoir bat de l'aile. Et aujourd'hui, la question demeure quant à son avenir. Le double enjeu du journalisme entre évolution et révolution. L'évolution, c'est une grande question qui se pose qui plus est avec la crise sanitaire qu'on connaît depuis un an. C'est-à-dire que les personnes âgées, effectivement, traditionnellement, préfèrent d'abord la PQR, la presse quotidienne régionale, comme La Voix du Nord, ou Ouest-France ou Sud-Ouest, et préfèrent le papier, ce qu'on appelle le print. Malheureusement, les kiosques ont fermé, d'abord il y a 1 an et demi avec la crise de Prestalis, et puis depuis la Covid. Donc il n'y a plus il y a plus ce rapport entre les personnes et la presse. Ceci étant, les journaux ont évolué sur la partie numérique. Il ne faut pas oublier que la presse, c'est un produit. C'est une entreprise. Il faut gagner de l'argent, soit pour le réinvestir, soit pour les actionnaires. Et encore une fois, la presse agit en fonction de la cible. Donc on va faire, et notamment les nouveaux médias, je pense à Brut, à Combini, à Néo, on ne fait pas n'importe quel reportage ou publi-reportage, on le fait à des fins de marketing. On ne sait pas où on va. C'est comment ça va évoluer. D'abord, il y a des journaux qui travaillent sans journalistes aujourd'hui. On parlait des fake news et du complotisme. Il y avait un très grand journal que vos parents, peut-être, ou grands-parents ont connu, qui s'appelait France Soir, qui a fini sa vie en kiosque il y a 5 ans. Le titre de France Soir a été racheté pour devenir francesoir.fr. Et sur francesoir.fr, il n'y a plus de journalistes. Ce sont que des gens qui écrivent, et c'est les porte-parole du complotisme aujourd'hui, depuis 1 an. Et il y a des journaux, on ne s'en rend pas compte, mais il y a certains articles que vous lisez qui sont écrits sans journalistes. On a aussi cette problématique en France, c'est la puissance des milliardaires et des industriels sur le monde de la presse. On dit que 9 milliardaires détiennent 90% de la presse française. C'est quasiment vrai. C'est ce qui nous vaut un très mauvais classement, une très mauvaise place au classement de RSF. La Norvège est premier, les pays nordiques sont les premiers. La France est 34e. C'est pas un bon score. Notamment parce qu'il y a ce problématique du monopole et de la concentration des titres, et puis aussi parce que les journalistes aujourd'hui sont des cibles très faciles, notamment dans les manifestations. Et donc l'évolution du journalisme, elle est... et dans le monde aussi, il y a des journaux norvégiens, il y a 2 très gros journaux norvégiens qui ont dit on arrête le print, c'est fini, on ne passe qu'au numérique. Les journaux américains s'y sont mis très tôt. En France, il y en a qui ont commencé. Voilà, on est dans une transition, on ne sait pas où on va. Et c'est dangereux.
parce que c'est aussi un pan de la démocratie, donc on ne sait pas trop où on va. Julia Cagé, qui est une économiste spécialiste de la presse française, ou de la presse d'ailleurs, même mondiale, propose des solutions, notamment en termes de loi. Voilà, c'est peut-être une évolution. Il va peut-être falloir que le législatif se penche un peu plus sur la question. L'année qui va venir, qui va être une année électorale importante, bon, déjà celle au mois de juin, mais surtout la présidentielle, c'est comment les journaux vont se positionner. Comment les monopoles vont jouer. En ce moment, M6 est à vendre. Depuis cette interview, M6 n'est plus à vendre puisque le groupe a été racheté par le géant Bouygues, ce qui ne va pas améliorer notre classement RSF de la liberté de la presse, dans lequel nous sommes déjà 34e, bien loin derrière des pays comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, pour ne citer que. RTL est à vendre, le JDD est à vendre, Paris Match est à vendre, Europe 1 est à vendre. Qui va racheter tout ça? Un autre facteur, trop souvent oublié, est l'orientation politique des médias. Bien qu'elle soit rarement assumée, elle peut changer grandement la tournure d'un article et est à prendre en considération. J'ai travaillé sur un panorama de la presse sur un plan politique. Le Monde est à droite ou à gauche, Le Figaro c'est à droite ou à gauche, Valeurs Actuelles c'est à l'extrême droite, le média de Jean-Luc Mélenchon est plutôt à l'extrême gauche. Et il n'y a aucun panorama qui n'existe officiellement. Pourquoi? Parce que les journalistes disent non, nous on est neutre et on est objectif. Et ils ne veulent pas dire qu'on est plus de droite, plus de gauche. Et là aussi, il y a un moment donné, il va falloir qu'on s'affiche et qu'on dise ok, on prend position et on assume. Et parce que les gens qui regardent certaines émissions de télé ou qui lisent certains journaux ne savent pas quel positionnement ils ont. Et voilà, donc il faut afficher tout ça. Il faut que les gens le savent. Ça s'appelle de l'éducation aux médias. Cette vidéo touche à sa fin. On espère sincèrement qu'elle vous a plu. On vous invite à aller vous abonner au compte Instagram du Canari et à aller jeter un coup d'œil à InfoSmile, le compte d'actualité de Monsieur Pueblo et son équipe. D'ailleurs, nous tenons à le remercier pour son aide et son intervention d'une grande richesse. Je vous laisse avec une dernière question. Pour vous, qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui? Subit-il une évolution ou une révolution? À vos claviers.